Ce que je vais proposer, en fait, c'est qu'il faut me considérer non pas comme un Français, mais un Australien sera plus simple. Donc, je m'appelle Nicolas, mais on m'appelle Nico. On ne vous voit pas, ce sera le tutoiement, s'il vous plaît, sinon j'ai l'impression d'avoir 55 ans. Et comme ça, en même temps, je vous mets dans le bain directement et ça vous permet de vous projeter. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, qu'est l'Australie, on utilise you, et you, c'est universel, ça veut tout dire. Et on utilise you pour aussi bien le PDG, donc le CEO, que le plus bas de l'échelle, mais ça permet de mettre sur un pied égalitaire qui est vachement plus important et plutôt cool en fait. Donc comme je suis en France, j'ai mis la veste, si j'étais en Australie, je ne l'aurais pas, mais j'ai pas mis la cravate. Donc on va enchaîner. Alors, dans un premier temps, merci d'être venu. Donc Nicolas Fernandez, moi de formation, je suis ingénieur de Lille et de Valenciennes. Je suis parti en Australie il y a 7 ans maintenant, je suis australien. Et grâce à ma compétence d'arbitre international, j'ai pu avoir un visa permanent et je suis devenu australien il y a 2 ans. Et entre deux, j'ai fait une formation pour justement permettre aux gens, aux entreprises de venir en Australie et de donner soit un bagage supplémentaire ou soit de vivre une nouvelle aventure. Donc, c'en est mon métier maintenant. Ça s'appelle un agent. Et si on devait faire une transposition français, on fait du droit, etc. etc. Donc, presque des avocats, mais on n'a pas le titre. Mais on fait presque ça. Voilà. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, je vais commencer par l'objectif. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qu'on appelle le skills shortage. Donc, c'est qu'en Australie, on a des compétences qui sont extrêmement recherchées ou moyennement recherchées. Et donc, j'ai ciblé, grâce à Quentin, Polytech, puisque un grand nombre de vos métiers sont extrêmement recherchés. Ça, c'est la première chose. Dans un second temps, c'est que comme ça fait 7 ans que je fais ce métier en Australie, enfin 5 ans bientôt, en Australie, j'ai un réseau qui est demandeur de jeunes talents. Parce qu'en Australie, on ne dit pas jeune recrue, on utilise talent. Je trouve que ça fait classe. Ça donne beaucoup plus de valeur ajoutée à votre titre. Moi, je trouve ça bien. Donc, l'objectif, c'est ça. 1, de me présenter. 2, de vous présenter comment ça se passe là-bas. Et de vous donner l'envie de venir, puisque clairement, il y a des choses à faire. OK? C'est bien défini? Feu. Donc, le sommaire, je l'ai fait. Australie, on aura des petites données. Bon, ça, c'est un peu... comment on dit en français? Chiant. Voilà. Mais bon, il faut le faire quand même, sinon, ça n'a pas de chance. Après, on va aller directement au principal. Donc, l'Australie, c'est 14 fois la France. OK. Ce qu'il faut se dire, c'est que là où il y a la France au milieu, en gros, il n'y a rien. Tout se passe en bas à gauche et tout se passe en haut à droite, sur la droite. Donc, Sydney, Melbourne et en bas à gauche, Perth. C'est 25 millions d'habitants, ce qui est combien de fois par rapport à la France? Petit quiz. À peu près. C'est 65 millions en France. On a un taux de fécondité d'1,82. 82. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait là comme stat? On en reviendra après. Et on a un taux de chômage à 5,1, qui est très bas, en fait. Bon, hors Covid. Parce qu'avec Covid, on a pris une baffe, mais c'est pas grave. Et on a un taux de diplômés de 39%, alors qu'en France, on a 43%. Donc, le taux de fécondité, qu'est-ce qu'il vient faire, en fait? C'est que l'Australie, ça vient justement appuyer que l'Australie, c'est un pays d'immigration et qu'on a besoin d'immigrants. En fait, il n'y a pas assez de renouvellement de population pour permettre à l'Australie de se maintenir d'un point de vue économique et performance. Et donc, depuis toujours, depuis les années 40, surtout après la guerre 39-45, c'est presque 200 000 habitants en plus par an, net, et notamment ciblés. L'immigration, si on devait faire un parallèle, le système français est à l'antithèse ou l'antipôle de ce qu'on fait en Australie, c'est ultra sélectif. OK? On peut passer, ça c'était le côté... Voilà. Donc, juste encore en termes de chiffres, l'immigration, en Australie, la population d'immigrés, c'est à peu près 30%. Donc, je disais, en 2020, on a eu plus de 200 000 immigrés. Et on a eu quelque chose, c'est qu'il y a eu Covid. Et ça, dans la mécanique australienne, ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce que depuis 1940, c'est la première fois qu'on a eu une population qui a baissé en Australie. Ça, c'était jamais arrivé. Et surtout que, je vous expliquerai après, mais on recherche des compétents et des talents. On a eu 92% moins de personnes compétentes sur le territoire. Donc, clairement, on en manque par rapport aux besoins du territoire. D'où ma venue, en fait. Alors, comment ça marche en Australie? L'Australie, sur tout ce qui est compétences, enfin, l'Australie, de manière générale, pour immigrer, il y a 4 familles. Soit on est blindé, je vous le dis direct, c'est clair. Soit on a des compétences, soit on a de la famille, soit on a de la chance. Voilà. Donc, on va aller sur le secteur 2, on est étudiant, blindé, ça pèse. Ça peut, hein, ça peut. Mais forcément, vous allez avoir des compétences, surtout en sortant de Polytech. Clairement, on est plutôt bien parti sur ce pavé-là.
Donc en Australie, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont pris tous les métiers et font une liste qu'on appelle ANZCO list. Et donc ça s'appelle la Skill Occupation List. Donc tous les métiers sont référencés avec un code à 6 chiffres. Et derrière, ils ont dit, voilà, ces métiers, soit on est en shortage, soit on n'est pas en shortage. Et dans le futur, on aura un besoin qui est modéré, fort, plus ou moins fort. Et donc derrière, il y a des listes d'immigration qui sont générées en disant, voilà ce qu'on priorise. Donc derrière, soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance. Et donc, qu'est-ce que ça crée pour vous? Une opportunité. L'opportunité d'avoir un emploi, une expérience ou juste des contacts. Mais bon, bref, ça reste une opportunité quand même. Donc, ce qui est assez intéressant dans le système, c'est qu'on peut un peu anticiper en fait votre carrière et se projeter dans le futur. Alors, on a fait une analyse avec... donc, ma boîte, c'est All Season Migration. J'ai ma petite boîte en Australia Perth, on est 4. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la grande liste de presque 375 métiers, puis on a regardé quels étaient les métiers qui en ressortaient le plus sur la demande et sur les besoins futurs. Donc, demande, c'est demande maintenant, et les besoins futurs. Informatique sort quasiment en tête de liste. Qu'est-ce qui est dans l'informatique? Donc, développeur, software développeur, UX design, machin, tout ça, c'est très bien. Le deuxième, c'est les ingénieurs, donc ingénieurs. Alors là, c'est très large. Ça peut aller de l'aéronautique, au civil, aux structures, au matériel, aux chimies, à la mine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cool. C2I, c'était quoi déjà? Mesure? Instrumentation et l'applicatif, ce serait quoi? Biomédical. Alors ça aussi, il y a un pavé médical, mais je ne l'ai pas mis. Il y a un gros pavé médical en Australie aussi. Et enfin, la construction. Donc, pourquoi ces deux pavés, en fait, ingénieur construction informatique, puisque l'Australie est en pleine expansion sur les villes, donc Perth, Melbourne, Sydney, les budgets sont ahurissants en termes de développement, et aussi l'industrie là-bas, c'est la mine. Il faut voir les mines australiennes, c'est de la mine. C'est-à-dire que les machines, c'est juste un décor à l'elle-même. Les trous, c'est juste impressionnant. Il y a des villes souterraines. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'il faut en termes de moyens, de compétences et de matériel pour faire en sorte que les gens soient en train d'opérer de manière sécurisée et de manière performante. Titre indicatif, un train, enfin, moi où je vis, j'habite à Perth. Quand on va à Geraldton, c'est combien de remorques ici en France, max? C'est 2. 2, 3. Chez nous, ça va jusqu'à 11 remorques. Ça s'appelle un road train. Ce n'est pas le petit camion. Et le camion, il est énorme, en fait. Et tout simplement pour dire que là-dessus, la mécanique, qu'est-ce qui est en mécanique? Mécanique, sur ces engins-là, donc ça, c'est le plus petit. Parce qu'après, on a sur les big bumpers dans les mines, puis après, on a les grosses roues tournantes pour les extractions, avec directement l'alimentation des trains. C'est juste dingue. On n'a pas ça ici. Bref, donc ça, c'est les domaines qui sont recherchés. Alors, qui dit recherché va dire sélection. Et en Australie, malheureusement, il y a un système pour pouvoir y aller qu'on appelle les visas. Donc, il faut avoir un visa pour aller travailler en Australie, sinon, ça ne devient pas possible. Il y a 3 types de visas qui sont intéressants. Il y a le Working Holiday Visa, dont je pense que tout le monde connaît par, soit vous avez déjà regardé, ou soit par contact. Il y en a un deuxième qui est sponsor, qui va impliquer un employeur. Il y a le dernier qui est le Skill Independence, c'est ce qu'on appelle le visa à points. Donc ça, c'est le plus intéressant, je viendrai dessus à la fin. Working Holiday Visa, c'est le plus classique et c'est le plus simple. Donc c'est 1 an. Vous pouvez aller, bon, en ce moment, on ne peut pas. En ce moment, c'est fermé, de chez fermé. Déjà, pour sortir, j'ai dû faire un dossier de 42 pages, c'est assez impressionnant. Alors, et pour rentrer, il va falloir que je sorte non pas 42 pages, mais 42 000, ça va faire bizarre. Donc, c'est 1 an, c'est renouvelable à certaines conditions. On peut travailler 6 mois, mais pour un même employeur, c'est accessible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de critères. Il faut juste avoir moins de 35 ans et être français. En gros, tout le monde dans la pièce ici est éligible. D'accord? Et ça ne coûte pas très cher en plus. C'est quoi? 300 €, un truc comme ça. Ça, c'est simple, c'est souple. Mais on en reviendra à la fin, comment on s'en sert exactement. Le deuxième, c'est via un sponsor. C'est-à-dire que si demain, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que le Polytech a des partenaires en termes d'entreprise, comme Valeo, d'autres. En gros, si les entreprises veulent vous envoyer là-bas, il y a possibilité d'échange, en fait. Donc, ce qu'on appelle des sponsors. Donc, il y a 2 types, il y a des visas 407, 482, etc. etc. On ne va pas rentrer en détail, mais ça peut vous permettre d'aller en Australie, d'avoir une expérience de 2-4 ans, c'est renouvelable, potentiellement accès à la résidence permanente,
Et pour ça, il faut un anglais. Alors, là-dessus, je vais revenir, c'est super important, l'anglais. En France, on a un problème avec l'anglais. On a un gros problème avec l'anglais. C'est quoi le test que vous faites ici? TOEIC. Bon, vous remballez. C'est même pas reconnu chez nous, ils ne savent pas ce que c'est. C'est TOEFL, IELTS, OET, PTE ou Cambridge. That's it. Vous venez, ouais, j'ai 800, c'est quoi le note maximum? 900? Pardon? Voilà, parce que moi j'ai un client qui est venu, j'ai 850 au TOEIC, c'est bien. Tu vas faire celui-là. Je recommence. Ouais, mais j'étais major de promo, c'est bien. Je recommence là-bas. La ligne est là-bas. Ah, mais nous en France, non, si c'est Australie, garçon. Les critères, c'est ça. Tu recommences. C'est très simple, parce que le TOEIC, il y a combien? C'est expression écrite, orale, je crois. Ah oui, mais il n'y a pas d'expression. Et là, ça pose problème, parce qu'en Australie, il va falloir parler, il va falloir écrire. Donc c'est pour ça que les tests sont un peu différents. Donc si j'étais vous, dans beaucoup de pays, notamment le Canada, le TOEIC n'est pas reconnu. Je préparais un autre test assez rapidement, où l'expression est plus mise en valeur. Bref. Donc, deuxième chose, c'est aussi, des fois, par rapport au visa, il y a de l'expérience qui est requise. Bonjour, ça va? Impec. L'expérience est requise et en plus de devoir avoir un sponsor, ces visas sont relativement coûteux. Mais bon, ça reste une bonne opportunité. Et enfin, le dernier, et c'est celui où je vais rester le plus longtemps, parce que ça vous concerne directement, c'est ce qu'on appelle le Skill Independent Visa. Donc, c'est vous, de manière indépendante, qui exprimez votre intérêt par rapport à un métier à l'Australie. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Les Australiens ils se disent, OK, on a besoin de ça, mais on ne va pas prendre n'importe qui. Et puis, en plus, on va faire un championnat. Donc, ils établissent un score qui va dépendre de votre âge. Donc, plus vous êtes vieux, plus vous perdez des points. Mais si vous êtes trop jeune, vous n'avez pas encore assez de points. Il faut avoir 25 ans, et là, on a l'optimum des points. La qualification, donc ça, c'est le diplôme. Master, 15 points, PhD, 20 points, en dessous, 10 points. L'expérience, donc là, on va dissocier en deux. Si vous avez de l'expérience, en France, à partir de 3 ans, ça donne 5 points. Si c'est en Australie, 1 an, c'est 5 points, etc. Et ça monte. La situation personnelle, oui. Alors, c'est une très bonne question. Donc, si par rapport à un métier, ils vont dire que pour être compétent dans ce métier, il faut un niveau de qualification qui est minimum. En général, c'est bachelor, licence. Donc, si tu as une licence et que tu fais un master en apprentissage de 2 ans, l'expérience de ton master va compter parce que tu es déjà qualifié avec ton bachelor. La problématique en France, c'est quoi? C'est qu'on fait des transferts entre facs et qu'on a des validations d'acquis. Donc, si tu as un bachelor qui te permet d'aller dans ta spécialité pour faire un apprentissage, mais qui n'a rien à voir avec la formation finale, ça ne compte pas. Donc, exemple, moi, j'ai fait STAPS, puis après, je suis allé à l'ENSIAM. STAPS, la licence, ça ne compte pas. Il va falloir que ça recommence à partir du master. Par contre, si c'est dans une continuité, oui. Jusqu'à 2009, c'est très bien comme question, ça me permet de faire une pirouette. Jusqu'à 2009, j'avais des clients qui venaient de Polytech Paris, donc les X. Je viens de X. Moi, je veux l'Australie. OK. Ah ben, tu vas faire un skill assessment parce que ce n'est pas reconnu en Australie. Ah oui, mais j'ai fait prépa à Saint-Louis ou Louis? Ouais, Saint-Louis. Saint-Louis. J'ai fait prépa à Saint-Louis, j'ai fait Polytech. C'est très bien, c'est très très bien. Les Australiens, ils ne savent pas ce que c'est, l'école prépa. C'est quoi ça, l'école prépa? Vous avez un diplôme à la fin? Non, ça ne compte pas. Ah, vous avez fait 3 ans après? Super, vous avez une licence. C'était jusqu'en 2019. Jusqu'à ce que la CTI fasse reconnaître que ces écoles préparatoires avaient une valeur ajoutée. Sinon, les Australiens ne savent pas. C'est un concept. Dans tous les pays que j'ai fait, le seul pays qui utilise les classes prépa, c'est l'Iran. Parce que sinon, en France, on avait développé ça en Iran à l'époque, quand c'était encore la Perse. Bref. Donc, pour les qualifications, ça répond à ta question? Ouais, donc c'est ton cycle continu. Et avant, tu avais quoi? Ouais. Et avant ta licence, tu avais quoi? Ok, bah c'est bon. Donc après ta licence, les 2 années de contrat de pro après ta licence vont compter dans ton expérience professionnelle si c'est au-delà de 20 heures par semaine. Ça devient assez technique, mais c'est comme ça. Donc le skill assessment, alors c'est quoi? C'est ce que je viens de dire en fait. Même si vous avez votre expérience qui a été faite, même si vous avez un super diplôme, l'Australie vont faire. C'est bien beau, c'est la France, nous on ne sait pas, il va falloir montrer patte blanche. Donc il faut se refaire évaluer. L'avantage avec les ingénieurs, c'est que depuis 2019, la France, représentée par la CTI, Commission des titres d'ingénieurs,
a fait valider une reconnaissance mutuelle qui est que sur papier, administratif. Avant, il fallait faire une démonstration avec des rapports, etc. Ça prenait un temps fou. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, à condition que le titre soit enregistré à la CTI et validé. Et ce skill visa, il est permanent ou temporaire. Alors, les points. Donc là, j'ai mis, on a des points, et bien sûr, il y a un seuil minimum pour entrer dans cette compétition. Donc, il faut 65 points. Mais il y a beaucoup de gens à 65 points. Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc. Situation personnelle. Les célibataires, c'est mieux. Ou si vous êtes accompagné, il faut que ce soit une personne compétente. C'est mieux. Et qui parle anglais, c'est encore mieux. Donc, si je suis célibataire, c'est 10 points. Si je viens avec ma copine, enfin, mon partenaire, mais qui ne parle pas anglais et qui fait rien de sa vie, ça me ramène 0. Si le partenaire parle anglais, ça me ramène 5. Et si le partenaire est compétent dans un domaine qui est recherché et parle anglais, ça ramène 10. Ah oui, il ne faut pas faire bien n'importe qui quand même. C'est un peu l'idée. C'est clairement l'idée. Donc, une fois qu'on a le total, 65 points, on devient juste éligible pour rentrer dans la compétition. Mais si je vous dis que par rapport à l'expérience, par exemple, plus on a d'expérience, plus on a de points. Donc, par rapport à quelqu'un qui est plus expérimenté, on a un handicap. Donc, il faut gonfler en points. On peut devenir traducteur, ça c'est aussi possible. Mais là où il faut jouer le max, c'est quoi à votre avis? C'est l'anglais. L'anglais peut ramener jusqu'à 20 points. Donc, le TOEIC, et on bosse autre chose. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais Cambridge, c'est C2. Mais ça veut dire que c'est le test complet. Hein. Ce n'est pas juste le niveau. Il faut passer le test. C2, c'est ça. Hein. Ouais, c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2. Oui. Oui. Alors, il faut avoir équivalent C2. Ouais, ça, c'est pour avoir le maximum de points. OK. Donc, une fois qu'on rentre dans le pool de compétition, il faut être sélectionné. Donc, il faut avoir un maximum de points. Donc, ça veut dire qu'il faut deux choses, soit cartonner et faire des choses complémentaires, comme devenir par exemple traducteur, ou la deuxième chose, en fait, c'est de ne pas cibler les villes principales, mais de cibler les villes qu'on appelle annexes. En Australie, tout le monde voit Sydney, Melbourne. Après, ça devient dur. Brisbane, Perth, Adelaide, Darwin. Darwin, ça devient compliqué déjà. Il faut y aller. Cairns, encore plus compliqué. En fait, c'est ça l'objectif, c'est que la démographie australienne est tellement mal répartie qu'il vous donne des points supplémentaires si vous allez dans les régions. Donc 15 points supplémentaires ou 10 points. Enfin, 5 ou 15 points, ça dépend. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc pourquoi je suis là? Parce que quand je vous dis ça, ça fait « ah oui, c'est trop dur ». Non, ça se prépare. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est d'y aller, ce n'est pas juste de me contacter en disant « Nicolas, je veux venir », ça peut se préparer en fait. Ouais, j'ai projet de venir sur 3, 4, 5 ans, comment je peux optimiser mes points? Ou comment je peux trouver un employeur? Ou est-ce que je peux venir avec un Working Holiday visa, gonfler mon expérience, trouver un employeur et potentiellement accéder à ça en fait. Et ça, c'est ce que je fais. OK? Des questions jusque-là? Vous arrêtez un bout, hein, mais c'est pas grave, c'était les chiffres et tout, c'était pas grave. OK? Donc, sur ce qui se passe, c'est que maintenant, ma mission, en fait, c'est de vous dire, voilà, ça, c'est le pavé. Donc, ça, c'est le décor. Et l'idée, c'est que je vais transmettre un lien à Quentin, après, qui, j'espère, vous partagera, même si vous voulez partager après à quiconque, mais c'est de vous dire, voilà, deux options. Soit vous voulez aller en Australie pour une première expérience, et en fait, ma boîte, Also Immigration, les membres de la Chambre du commerce de Perth et de Sydney. Donc, on a des contacts pour potentiellement trouver des stages, emplois et autres. Ensuite, on a l'inverse. On a des employeurs qui nous connaissent et qui disent, voilà, j'ai besoin de tel type d'ingénieur, tel type de technicien ou autre. Et nous, on peut aller chercher dans un pool, en fait, et après proposer. Donc, on fait ça aussi. Et le dernier, c'est de définir des stratégies individuelles. Par exemple, demain, tu veux venir en Australie, tu dis, voilà, je veux faire ça, et moi, je vais aller en Australie vraiment pour m'installer. OK, voilà ce qu'on va faire. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Quentin, je vais envoyer un lien. L'idée, en fait, c'est de rentrer le plus de détails possible, et vous verrez à votre niveau d'anglais. Alors, niveau d'anglais, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais moi, ce que je vous conseille... j'avais oublié une question. Qui est en dernière année de cycle ici? 5e année? Tous? Combien tiennent? 4e?
Pardon? Fini. Impec. Ça, c'est bien. Vas-y, il est prêt. Quatrième. Ça se prépare, c'est bien aussi. Super. Donc, en fait, l'idée, c'est de ça. C'est vraiment de prendre un maximum d'informations sur vous, si vous êtes intéressé, bien sûr, pour après, dans le futur, soit être proposé ou soit définir des stratégies, si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, l'Australie, avec tout ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cool. Vraiment cool. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, quand je suis arrivé, on a un gros choc culturel. Hein. Grave. Parce qu'on arrive, on est français, quoi. Les Français, on a des problèmes. Les gens, on vous voit, c'est pas très bien. En Australie, ça tutoie, on est plutôt cool, on est ultra formel et on est ultra condescendant. On ne le sait pas, hein, mais on l'est en fait. Quand on est ici, on ne le sait pas. Mais quand on arrive là-bas, ils nous font bien savoir. Et ça pêche. Parce que l'Australien, clairement, le lundi, c'est cool. Le mardi, on bosse. Le mercredi, on bosse. Le jeudi, on prépare la pré-cuite. Le vendredi, on se remet pour la cuite parce qu'il y a le week-end. Samedi, dimanche, on se la met bien. Et après, on recommence. Et s'il y a un Français qui arrive et qui dit « Moi, je veux un email à 20h vendredi soir pour lundi », l'Australien va dire non. Ce ne sera pas avant mardi. Le Français va dire « Pourquoi pas lundi ?» Puis l'Australien va dire « Parce que lundi, je me remets de mon week-end. » Non, je grossis le trait. Mais ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas performants. Hein. Attention, ça veut dire qu'ils font les choses très différemment. Très, très différemment. Et ça, c'est cool. Deuxième chose, c'est que ce qu'on fait là-bas, on le fait différemment aussi. Et si, un petit détail aussi pour nous Français, on a un clavier AZERTY. Et moi, clairement, je considérais que j'étais un king sur Excel. Quand on arrive et que je vends ça à l'entretien, non, Excel, je connais Visual Basic, tout, nickel. Puis qu'on arrive avec c'est un QWERTY, qui n'a pas les accents, ça n'existe pas, que les touches, ce n'est pas les mêmes du tout. Voilà, il nous faut un petit mois d'adaptation, en fait, à redevenir bon. Parce que ça n'a rien à voir. Et là, le patron, il fait tu m'as dit que tu étais bon, et il est où le livrable? Et cool, c'était AZERTY en France. Et ces choses-là, en fait, plein de choses comme ça qui sont un peu bizarres, et sur lesquelles il faut se préparer, et sur lesquelles nous, on peut anticiper, en fait. Surtout quand vous arrivez pour faire gagner du temps. C'est quelque chose d'assez intéressant. Quoi d'autre? Le lifestyle. Le lifestyle, c'est super important. En Australie, le travail, c'est bien, mais le cool à côté, c'est mieux aussi. Vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas. Hein. On bosse. Quand on bosse. Mais la loi, c'est quoi la loi en France? J'arrive avant le patron et je repars après le patron. Alors en Australie, c'est pas ça du tout. Le patron, il fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que j'ai à faire et quand j'ai fini, see you tomorrow. Have a good day. Parce que les enfants, ils finissent à 3h l'école. Pas 4h30, 3. Donc dès que c'est fini, la pause du midi, c'est 15 minutes devant le PC. Pas plus, pas moins. Quand j'étais chez GDF, 1h30, 2h au restaurant. C'est trop long ça. Tu viens au taf, tu fais ton taf et tu t'en vas. Et ça, moi, ça me plaît. Parce que moi, j'ai un petit garçon de 7 ans, c'est plutôt cool. Parce que si j'étais en France, avoir 2h le midi qui fait que je ne sais pas comment je vais faire ce soir, ça devient compliqué. Après, par rapport à ce qu'on fait. Pour l'Australie, forcément, c'est un pays où il y a énormément de biodiversité, les espaces sont très grands. J'expliquais au début, les industries et les matériaux sont juste énormissimes. Et en conséquence, les salaires sont pas mal non plus, en fait, dans vos domaines. Sachant que le niveau de rémunération est complètement différent. Mais bon, ça, après, on pourra faire du cas par cas. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est que quand j'enverrai le lien à Quentin dans la semaine, enregistrez-vous, remplissez le formulaire. Alors, le formulaire, il est à titre privé, on ne partage pas les données, parce que c'est considéré comme sensible en Australie, et comme je représente l'Australie, je suis obligé de le faire à l'australienne par la française, et je ne peux pas les partager. Et après, derrière, forcément, on vous contactera de manière individuelle, en fonction de ce que vous demandez, si ça vous intéresse, évidemment. Voilà. Questions? No questions. Alors, le stage en Australie, il présente, comment on dit ça? One issue. C'est que les stages en Australie non rémunérés, ça n'existe pas. Un stagiaire fait partie intégrante de l'entreprise, tu bosses, tu es payé. Parce qu'un Australien, lui demander de faire un truc, s'il n'est pas payé, c'est mort. C'est même pas la peine. Un Australien lui demander de faire une mission supplémentaire et de ne pas mettre l'argent d'abord, c'est mort. Titre indicatif, ma femme a dû prendre Adélaïde à gérer. Ils lui ont dit, bon, pour que tu prennes Adélaïde, 20%. Bon, Adélaïde, ça fait 3 heures de vol quand même.
faut y aller une fois par mois, ça veut dire un gros investissement. Mais il négocie d'abord. Pour le stage, en termes de stage, il faut voir quel type de stage, la durée du stage. Mais parce que si c'est moins d'1 an, c'est possible avec ton Working Holiday Visa, mais tu grilles ta cartouche Working Holiday Visa. Si c'est plus d'1 an, il faut faire un 407 et c'est en partenariat avec l'entreprise. Mais c'est possible. Pas de questions? Même pas sur les kangourous, les koalas, les serpents. Il y a des serpents, on en a 7. Non, mais c'est parce que ça fait 4 semaines que je suis là, j'ai presque fait une fiche en fait, que j'ai envie de donner aux gens en disant, voilà, oui, l'Australie, il y a des koalas, oui, il y a des requins, oui, il y a des serpents, oui, tout ça, il y a. Tout ça, il y a, c'est sûr. Mais ça reste cool. Ouais, mais ça va, ça se passe bien. Hein. Hey, 7 ans, ça va. Hein. Ça va. Pas de questions supplémentaires? Ouais. Ah, alors en fait, donc ça c'est bien quand tu veux être proactif. Donc pour faire ce genre de démarche, le plus tôt est le mieux. C'est-à-dire que demain, tu auras le lien, tu remplis le formulaire. Si tu me dis, moi, je vais commencer à rechercher, moi, je distribue. Je commence à partager, en fait. Et derrière, on voit ce qui vient. OK. C'est dans quel domaine? Bien. Ouais. La fin du stylo, impeccable. Oui. Oui. Le logement. Ah, c'est une super question. Alors, en Australie, tout est différent. Sortez du schéma français. Donc, il faut faire une recherche de logement. Donc, il y a des sites internet pour ça. Soit share, comment on dit ça? Partager, ça. Voilà. En français, c'est quoi quand on. Voilà, colocation. Sinon, c'est housemate. Colocation. Donc, la colocation, c'est une opportunité, enfin, c'est une possibilité. Sinon, c'est louer en son nom propre. Ce qui va être très important, c'est l'endroit où tu loues. Si tu dois signer seul, c'est mort. C'est trop cher. Comme Paris. Maintenant, si tu fais de la coloc, c'est plus intéressant. Et donc là, ça va deux options, soit directement avec le owner, le proprio, ou l'agence, soit tu payes en cash celui qui a le contrat de bail principal. Et c'est à la semaine. Ah oui. Quand on arrive, et puis le contrat de bail, les contrats de baux sont de 1 an, pas plus. Pas comme en France. Ça fait bizarre au début. Donc tous les ans, on a déménagé. Ça fait 7 ans, on a déménagé 9 fois. C'est courant. Ah oui, c'est bien. Il change de quartier, c'est bien. Non, donc ça se passe comme ça, en général. Donc si tu arrives seul, colocation. Tu peux préparer en avance déjà. Tu vas devoir visiter. Niveau de vie, globalement plus cher qu'en France sur certaines choses, surtout à Sydney et Melbourne. Dès qu'on sort de Sydney et Melbourne, niveau de vie beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Voilà. Pas de questions? Expérience personnelle, comment c'est Quentin? B2, ça part. En fait, si tu veux, sur un niveau d'anglais, en fonction du visa. Tout dépend du visa. En fait. Il y a le visa stagiaire 407, pas besoin de niveau d'anglais. C'est pas grave. Tu vas et puis tu te débrouilles. Maintenant, si c'est un sponsor, en fonction du sponsor, il y a 2 niveaux. Il y aura B1 ou B2 minimum. Ça, c'est clair. Donc, le test IELTS, ça va être 5 de moyenne partout, sur 9. Si tu vas sur les indépendants, il y a un minimum pour entrer qui est 6, qui devient un B1, B2 minimum. Et par contre, ça reste assez bas puisque ça ne donne pas de points. Après, pour avoir des points, il faut aller C1, C2. Donc, plus on monte, plus on a des points. Mais le TOEIC, après, je vous le dis tout de suite, hein, si vous êtes bon au test que je viens de dire, le TOEIC, vous allez smasher. Hein. Smasher, ça ne se dit pas en français. Hein. Ouais, je veux dire, comment on dit maintenant? Cartonner. Voilà. C'est bien, merci. Je suis le souffleur là-bas. Non, vous allez cartonner. Donc, si vous préparez un test d'anglais de ce type-là, donc TOEFL, IELTS, PTE académique, etc., quand vous allez avoir le TOEIC, ça va être très simple, hein, parce que TOEIC reste simple. Mais pour les Français, ça reste dur. Voilà. Il y a des cours d'anglais encore? Encore là? Ah oui, mais non. Ah oui. Mais non. Pour ça, non.
Ouais, non, juste un truc. Comment en Australie on reconnaît français, c'est qu'on ne fait pas la différence entre le sujet et. Alors, attendez. Quand je mets that's her car, c'est sa voiture. En français, on donne un genre aux objets. Donc ça, c'est une chaise, etc. Les Australiens, c'est neutre. Tout est neutre. Donc il n'y a aucun intérêt à mettre un article qui va définir l'objet. Donc on fait par rapport au sujet. Donc si c'est la voiture de elle, c'est her car. Mais si c'est le téléphone de elle, c'est her phone. Moi, quand je suis arrivé en Australie, il y en a un qui m'a expliqué ça, j'ai fait 15 ans d'anglais en France, il n'y en a pas un qui m'a dit ça comme ça. Jamais. Voilà, j'ai épargné de grosses erreurs en anglais. Pas de questions? Oui. Oui. Ah, tes décisions personnelles et ton projet de carrière personnelle. Alors, là où c'est important, c'est que quand tu es ici, tu connais le système français. Donc, c'est dur de prendre une décision pour partir dans un pays que tu ne connais pas. La question des Français, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma retraite, tout ça. Ça, je les ai. Bon, ben, c'est simple. Hein. Déjà, la retraite, il n'y en a pas. C'est pas comme ici. Donc, quand tu payes ton salaire, il n'y a pas de charge patronale. Donc, ton salaire est beaucoup plus grand. Parce qu'il n'y a pas de charge patronale, il n'y a pas de charge sociale. Tu payes des impôts, point. Sur la fiche de salaire en France, là, quand il y a 2 pavés, en Australie, il y a 3 lignes. Point. C'est heure, total, impôts et jour de congé. C'est tout. Puis après, tu payes tes impôts. Donc, c'est en, comment on appelle ça en français? Pay as you go. C'est en prélèvement à la source. C'est pareil. La retraite, par exemple, quand on négocie ton salaire en France, gross, on ne parle jamais de ta retraite. En Australie, quand tu dis ton salaire en brut, c'est ça, hein, brut, tu dois rajouter 9,5% et tu auras ton vrai salaire. Parce que les 9,5% en plus de ton salaire brut, ils vont directement sur un compte bancaire à toi, et c'est ta retraite. Et donc, tu vois combien tu cumules et combien tu vas avoir à la fin tous les mois. Ça n'a rien à voir. Donc, tu vois, c'est ces choses-là. Et l'avantage, c'est que si tu fais toute ta vie en Australie, le jour où tu pars, même si tu n'as pas consommé toute ta retraite, tes enfants ils peuvent en bénéficier et il n'y a pas de droit de succession, donc tu ne perds pas. Toutes ces choses-là, en fait, à prendre en compte. Mais si tu te bases que sur le côté français et que tu ne connais pas, c'est bien compliqué. Et nous, ça aussi, on explique aussi à nos clients, en disant, voilà, les différences pour la prise de décision. Oui. Non. Soins de santé, bonne question. Il y a, alors, c'est un très bon lien, puisque je viens de parler des charges sociales et patronales, il n'y en a pas. Donc forcément, s'il n'y a pas de charge patronale et sociale, il n'y a pas de couverture sociale et de santé pour les personnes qui ne sont pas australiennes. C'est que pour les Australiens et les résidents permanents. Si tu es temporaire, c'est que des mutuelles et des assurances. Donc ton salaire, là où tu pensais gagner un peu plus, il faudra calculer parce que forcément, il y aura une perte là. Mais après, dès que tu deviens Australien ou résident permanent, c'est bon. Voilà, impeccable. Quentin, je t'en ai temps. Je suis bien. Je suis bien. Je prends l'accent du sud et je suis en Corse, là, c'est cool. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous allez recevoir donc un lien via Quentin. Je vous encourage vivement à le remplir, enfin remplir le formulaire, à le partager s'il y en a qui sont intéressés et qui n'ont pas pu se présenter. Et je vous souhaite une bonne année, enfin une bonne rentrée, parce que c'est encore la rentrée, une bonne année scolaire. Merci.